Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture de Trois hommes dans un bateau, sans parler du chien. C'est le chapitre 5. Vous savez que je ne lis que par chapitre, même si j'ai raté plusieurs semaines pour plusieurs raisons, mais notamment l'incapacité à lire. Voilà. Donc, chapitre 5. Le menu. Mrs. Poppets nous réveille. Georges, le flemmard, l'escroquerie des prévisions météorologiques, notre bagage, conduite scandaleuse du garçon épicier, nous provoquons un rassemblement. Notre départ triomphal est arrivé à la gare de Waterloo. Ignorance des fonctionnaires de la Compagnie du Sud-Ouest concernant des questions aussi profanes que l'horaire des trains. Nous sommes sur l'eau, dans un canot non ponté. Le lendemain matin, ce fut Mrs. Poppets qui nous réveilla. Elle dit « Savez-vous bien, messieurs, qu'il est près de 9 heures ?»« 9 quoi ?» m'écriai-je en sursaut. « 9 heures, répondit-elle par le trou de la serrure. Je me suis dit que vous dormiez bien longtemps. Je réveilla Harris et lui annonçai l'heure. Il me lança. Je croyais que tu voulais te lever à 6 heures. C'était bien mon intention, répliquai-je. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ? Comment aurais-je pu te réveiller sans que tu me réveilles d'abord, riposta-t-il. Maintenant, nous ne serons pas sur l'eau avant midi passé. Je m'étonne que tu aies même pris la peine de te lever. Repris-je, tu as de la veine que je me sois levée. Si je ne t'avais pas réveillé, tu aurais pu rester là encore 15 jours à dormir. Nous continuâmes à nous asticoter de la sorte pendant quelques minutes, mais nous fûmes interrompus par un outrageux ronflement de Georges. Cela nous rappela son existence pour la première fois depuis notre réveil. Il était donc là, l'homme qui nous avait demandé à quelle heure il devait nous réveiller. Il était là, couché sur le dos, la bouche grande ouverte et les genoux relevés. Je ne sais pas pourquoi, mais le spectacle de quelqu'un en train de dormir dans un lit, quand je suis levée, m'exaspère. Il me paraît tellement scandaleux de voir un homme perdre dans un sommeil bestial les précieuses heures de sa vie, les inestimables moments qu'il ne retrouvera jamais. Ainsi faisait Georges, gaspillant en une hideuse fainéantise l'inappréciable don du temps. Laissant fuir, sans l'employer, cette vie dont il lui faudrait rendre compte plus tard jusqu'à la dernière seconde. Alors qu'il eût pu être levé, à se bourrer d'œufs au lard, à agacer le chien ou à flirter avec la servante, au lieu de rester vautré là, l'âme engloutie dans un oubli opaque. C'était une pensée terrible. Harris et moi nous en fûmes frappés au même instant. Nous résolûmes de sauver le malheureux, et ce noble dessein nous fit oublier notre dispute. Nous nous élançâmes pour lui arracher ses draps, et Harris lui appliqua un grand coup de pantoufle, tandis que je lui hurlais dans l'oreille. Il s'éveilla. « Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-il en se dressant sur son séant. « Debout, espèce d'andouille !» J'ai pas dit. « Debout, espèce d'andouille !» balbutia-t-il en se dressant sur son séant. Pardon. « Debout, espèce d'andouille !» rugit Harris. « Il est 10 heures moins le quart. »« Quoi ?» hurla-t-il en sautant du lit, les pieds en plein dans le tub. « Nom d'un tonnerre, qu'est-ce qui a fourré ça là ?» On lui répondit qu'il lui fallait être idiot pour ne pas avoir vu ce récipient. Nous finîmes de nous habiller et, l'instant venu des fignolages, nous nous rappelâmes que les brosses à dents étaient emballées comme la brosse à cheveux et le peigne. Cette brosse à dents me fera mourir décidément. Et il nous fallut aller en bas les repêcher dans la valise. Quand nous eûmes fini, Georges réclama le rasoir mécanique. On lui répondit qu'il se passerait de se raser pour ce matin, car on n'allait pas, une fois de plus, défaire cette valise pour lui ni pour n'importe qui de son espèce. Il nous dit « Ne soyez pas ridicule. Est-ce que je peux décemment aller dans la cité comme ceci, non rasé ?» C'était assurément bien fâcheux pour la cité, mais que nous importait la souffrance humaine ? Harris, vulgaire et grossier comme toujours, déclara qu'il se contrefichait de la cité. Nous descendîmes déjeuner. Montmorency avait invité 2 autres chiens à venir assister à son départ, et ils étaient en train de se battre sur le seuil pour passer le temps. On les calma à coups de parapluie, et on s'attabla devant des côtelettes et du roast-beef froid. Harris dit « Le principal, c'est de faire un bon petit déjeuner. » Et il débuta par une paire de côtelettes, ajoutant qu'il les prenait tandis qu'elles étaient chaudes et que le roast-beef pouvait attendre.
Georges s'empara du journal pour nous lire tous les accidents de canotage et les prévisions météorologiques. Celles-ci prophétisaient pluvieux et froid, nuageux avec des éclaircies. On se demande en quoi ça pouvait être pire que d'habitude. Orages locaux çà et là, vent d'est, avec dépression générale sur les comtés du S, Londres et Manche. Baromètre en baisse. J'estime que, de toutes les ridicules et irritantes balivernes qui font notre tourment, cette fumisterie de la prévision météorologique est peut-être la plus agaçante. Elle prédit exactement ce qui est arrivé la veille ou l'avant-veille, et tout juste le contraire de ce qui va arriver le jour même. Cela me rappelle des vacances, une année vers la fin de l'automne, qui ont été complètement gâchées parce que nous avons tenu compte du bulletin météorologique de la Gazette locale. On peut s'attendre aujourd'hui à de fortes ondées avec orages locaux, déclarait-elle le lundi. C'est pourquoi nous renonçâmes à notre pique-nique et restâmes enfermés toute la journée en attendant la pluie. Les excursionnistes passaient devant la maison, en chars à bancs et en voitures ouvertes, pharos et gais au possible, sous un soleil splendide et un ciel sans nuages. Ah, disions-nous en les regardant par la fenêtre, ce qu'ils vont revenir tremper. Nous rions de pitié en pensant à l'averse qu'ils allaient recevoir et nous retournions tisonner le feu et nous mettre à lire et classer nos collections d'algues et de coquillages. Vers midi, quand le soleil envahit la pièce, la chaleur devint étouffante et nous nous demandions si ces fortes averses et orages locaux allaient bientôt commencer. « Cela va venir dans l'après-midi, vous verrez, nous disions-nous l'un à l'autre. Ce que ces gens vont se faire saucer, ce sera rigolo. » À 1 heure, la propriétaire vint nous demander si nous n'allions pas sortir par cette délicieuse journée. « Non, non, répondîmes-nous, avec un petit rire entendu. Nous nous en garderions bien. Nous n'avons pas envie de nous faire arroser, nous autres. Non, non. » Quand l'après-midi fut presque écoulé, sans aucune trace de pluie, nous essayâmes de nous réjouir à l'idée qu'elle se mettrait à tomber tout d'un coup lorsque les gens seraient déjà en route pour revenir, loin de tout abri, et qu'ils n'en seraient que mieux trempés. Mais il ne tomba pas une goutte. La journée fut ravissante jusqu'au bout, et la nuit qui suivit fut exquise. Le lendemain matin, nous lûmes qu'il allait faire une journée chaude entre Beau et Beaufixe, température élevée, et nous nous habillâmes légèrement pour sortir. Mais nous n'étions pas partis depuis une demi-heure qu'il se mit à pleuvoir à verse et qu'un vent glacé se leva, pluie et vent qui durèrent toute la journée. Nous rentrâmes chez nous avec des coryzas, tout perclus de rhumatisme, et dûmes nous mettre au lit. Le temps qu'il fera est une chose qui me dépasse entièrement. Je n'y ai jamais rien compris. Le baromètre ne sert à rien. Il est aussi trompeur que les prévisions des journaux. Il y en avait un au mur dans un hôtel d'Oxford où je fis un séjour au printemps dernier. Lors de mon arrivée, il marquait « Beaufixe ». Dehors, la pluie tombait tout bonnement à seaux et elle n'avait pas cessé de tout le jour. Cette contradiction me parut singulière et je tapotai le baromètre, qui fit un bond et marqua « très sec ». Le garçon de l'hôtel s'arrêta en passant et me dit qu'à son idée, le baromètre parlait du lendemain. Je demandai si par hasard il ne pensait pas plutôt à la semaine précédente. Mais le garçon me répondit qu'il ne le croyait pas. Le lendemain matin, je tapotai de nouveau le baromètre et il monta encore plus haut, tandis que la pluie tombait toujours plus drue. Le mercredi, j'allais de nouveau lui donner un coup. L'aiguille se mit à tourner vers Beaufixe, très sec et forte chaleur, et elle ne s'arrêta qu'en rencontrant le butoir qui l'empêcha d'aller plus loin. Il était plein de bonne volonté, cet instrument, mais il était construit de façon à ne pouvoir, sans se briser, prédire un beau temps plus intensif encore. Son intention évidente était de continuer à monter et de pronostiquer sécheresse, disette d'eau, insolation, simoun et autres fléaux analogues. Mais le butoir l'en empêcha et il dut se contenter d'indiquer ce banal très sec. Pendant ce temps-là, la pluie tombait en un torrent continu et la partie basse de la ville était déjà inondée par suite du débordement du fleuve. Le garçon me dit sans aucun doute, nous allions avoir, un jour ou l'autre, une période de temps magnifique. Et il me lut ces 2 vers inscrits sur le fronton de l'oracle. L'avenir que je prédis s'est passé jadis, ce que j'annonce pour bientôt sera vite passé. Le beau temps ne vint pas du tout cet été-là. Je suppose que la mécanique devait faire allusion au printemps suivant.
Il y a aussi ce nouveau genre de baromètre, les droits tout en longueur. Cela, je n'y ai jamais vu que du feu. Il y a un côté pour hier à 10 heures du matin et l'autre pour aujourd'hui, même heure. Mais on ne peut pas toujours se trouver là dès 10 heures, n'est-ce pas? Ce baromètre descend ou monte pour la pluie et le beau temps avec plus ou moins de vent. Et si on le tapote, il n'en dit pas davantage. Il vous faut d'ailleurs corriger ces indications d'après la température et les ajuster au niveau de la mer. Et même après tout cela, je ne suis pas mieux renseignée. Mais quel besoin avons-nous de nous faire prédire le temps? C'est déjà assez fâcheux quand il arrive, sans que nous ayons encore l'ennui de le savoir d'avance. Le seul prophète à notre goût est le bon vieillard qui, au matin particulièrement menaçant d'une journée que nous souhaiterions belle entre toutes, considère l'horizon d'un air des plus connaisseurs et déclare « Oh non, messieurs, je pense que cela ne tardera pas à s'éclaircir. Les nuages vont se dissiper complètement. » Ah, il s'y connaît, jugeons-nous, en lui souhaitant le bonjour et nous mettant en route. C'est merveilleux ce que ces vieux bonhommes sont capables de prédire. Et nous éprouvons pour ce vieillard une sympathie qui ne réussit pas à entamer ce petit détail que le temps ne s'éclaircit pas du tout et qu'il continue de pleuvoir sans arrêt toute la journée. Ah, et puis quoi, vous dites-vous, il a fait de son mieux. Envers l'individu qui nous prophétise du mauvais temps, au contraire, nous n'entretenons que des sentiments d'amertume vengeresse. Est-ce que ça va s'éclaircir à votre idée, crions-nous tout joyeux en passant. Ma foi non, monsieur, j'ai bien peur que ce temps-là soit établi pour la journée, répond-il en branlant la tête. Stupide vieux crétin, murmurons-nous, qu'est-ce qu'il y connaît? Et si son oracle se vérifie, nous revenons de promenade encore plus fâchés contre lui et avec une vague idée qu'il en est plus ou moins responsable. Il faisait un trop beau soleil ce matin-là pour que Georges pût nous émouvoir beaucoup avec ses horrifiques baromètres en baisse, perturbations atmosphériques s'avançant en oblique sur le sud de l'Europe, etc. Aussi, voyant qu'il n'arrivait pas à nous donner d'inquiétude et qu'il perdait son temps, il me chippa la cigarette que je venais de rouler avec soin et s'en alla. Puis Harris et moi, après avoir fini de manger les quelques victuailles qui restaient sur la table, nous charriâmes notre bagage jusqu'à la porte et attendîmes le passage d'un fiacre. Ce bagage, une fois réuni, semblait assez imposant. Il y avait la grosse valise et le petit sac, puis les 2 paniers d'osier, un gros ballot de couverture, 4 ou 5 manteaux et imperméables et plusieurs parapluies, puis encore un melon tout seul dans un sac, parce qu'il était trop volumineux pour entrer ailleurs, plus 1 kilo ou 2 de raisin dans un autre sac, une ombrelle japonaise en papier et une poêle à frire qu'il eût été trop long d'emballer et que nous avions enveloppé dans du papier. Cela faisait beaucoup de volume et Harris et moi commencions à nous sentir un peu gênés parce qu'il n'y eut certes pas de quoi. On ne voyait aucun fiacre à l'horizon, mais en revanche, il passait des gamins qui semblaient s'intéresser au spectacle et qui s'arrêtaient. Le premier à s'approcher fut le garçon de course de chez Biggs. Le talent principal de Biggs, fruit et primeur, consiste à s'assurer la collaboration des petits voyous les plus mal élevés et les plus dépourvus de principes que la civilisation ait jamais produits. S'il survient dans notre voisinage quelque méfait dépassant en scélératesse ce dont le gamin moyen est capable, on peut être sûr que c'est le dernier coup du garçon de chez Biggs. Il paraît que lors du crime de Great Coram Street, on en vint promptement à conclure dans notre rue que le garçon de chez Biggs, celui de l'époque, y était mêlé. Et s'il n'avait pas réussi durant le sévère interrogatoire auquel il fut soumis en venant prendre les commandes le lendemain du crime par la dame du numéro 19, assistée de la dame du numéro 21, qui se trouvait justement sur sa porte, à faire la preuve d'un alibi complet, il aurait sûrement passé un mauvais quart d'heure. Je ne connaissais pas le garçon de chez Biggs à l'époque, mais d'après ce que j'ai appris depuis sur ses successeurs, je n'aurais pas, pour ma part, fait grand cas de cet alibi-là. Donc, comme je le disais, le garçon de chez Biggs s'approcha. Il était évidemment fort pressé quand il surgit à l'horizon, mais dès qu'il nous eut aperçus, Harris et moi, et Montmorency et les colis, il ralentit pour nous considérer. Harris et moi lui lançâmes un coup d'œil sévère, bien fait pour blesser une sensibilité plus délicate, mais en règle générale, les garçons de course de chez Biggs ne sont pas susceptibles.
Il s'arrêta net à 1 mètre de notre perron, en s'adossant contre la grille, et s'adossant contre la grille, il se mit à mâchonner un brin de paille et ne nous quitta plus des yeux. Il tenait évidemment à voir ce qui allait sortir de là. Un instant plus tard, le garçon de chez l'épicier passa sur l'autre trottoir. Le garçon de chez Bix le héla. « Ohé, le rez-de-chaussée du 42 qui déménage !» Le garçon de chez l'épicier traversa la rue et prit position de l'autre côté du perron. Puis le jeune apprenti du cordonnier s'arrêta et se joignit au garçon de chez Bix. Cependant, le préposé aux bouteilles vides de la taverne bleue se postait isolément au bord du trottoir. « Ils ne mourront toujours pas de faim, pas vrai ?» dit l'apprenti cordonnier. « Ah, c'est qu'il y a pas mal de choses à emporter, répondit l'homme aux bouteilles, quand on part pour faire la traversée de l'Atlantique dans un petit bateau. Ils ne partent pas pour faire la traversée de l'Atlantique, interrompit le garçon de chez Biggs. Ils partent à la recherche de Stanley. Il s'était alors formé tout un petit rassemblement et les gens se demandaient les uns aux autres ce qui se passait. Les uns, la partie jeune et cervelée de la foule, affirmaient que c'était une noce et désignaient Harris comme le marié, tandis que d'autres, plus âgés et plus réfléchis, inclinaient à croire que c'était un enterrement et croyaient en moi le frère du défunt. À la fin, un fiacre libre survint. Dans notre rue, il passe en général une moyenne de 3 fiacres libres à la minute quand on n'en a pas besoin. Il maraude et gêne la circulation. Et, nous y entassant, nous et notre matériel, et chassant à coups de pied une paire de chiens amis de Montmorency qui avaient manifestement juré de ne pas l'abandonner, nous nous éloignâmes parmi les acclamations de la foule. Le garçon de chez Bix nous lança une carotte pour faire bonne mesure. Nous arrivâmes à la gare de Waterloo à 11h et demandâmes à quel quai partait le train de 11h05. Naturellement, personne ne le savait. Personne à la gare de Waterloo ne sait jamais de quel quai va partir un train. Ni où va un train en partance, ni rien de rien. Le porteur qui s'était emparé de nos colis croyait que le train en question devait partir du quai numéro 2. Mais un autre porteur, avec qui il discuta de la question, avait entendu courir le bruit que ce serait du quai numéro 1. Le chef de gare, par ailleurs, était convaincu que ce devait être du quai de banlieue. Pour tirer la chose au clair, nous montâmes à l'étage et demandâmes à voir le directeur général de l'attraction. Celui-ci nous affirma qu'il venait de rencontrer un employé qui lui avait dit avoir vu ce train au quai numéro 3. Nous allâmes donc au quai numéro 3, mais les autorités qui étaient là nous dirent qu'ils croyaient plutôt que ce train-ci était l'express de Southampton ou la navette de Windsor. Mais ils étaient sûrs que ce n'était pas le train de Kingston, tout en ne sachant pas pourquoi, ils en étaient sûrs. Notre porteur nous déclara alors qu'à son avis, ce train devait se trouver sur une voie de la gare surélevée. Il ajouta qu'il l'y avait déjà vu. Nous nous rendîmes donc sur le quai de la gare surélevée et nous adressant au mécanicien, lui demandâmes s'il allait bien à Kingston. Il nous répondit qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude naturellement, mais que c'était quand même probable. En tout cas, si son train n'était pas le 11h05 pour Kingston, il espérait bien que c'était le 9h32 pour Virginia Water ou l'express de 10h pour l'île de Wight, ou quelque part dans cette direction, et que bref, nous le verrions bien quand nous y serions. Nous lui glissâmes... À tes souhaits, Greta. Nous lui glissâmes dans la main une demi-couronne et le priâmes de vouloir bien être le 11h05 pour Kingston. Personne ne saura jamais sur cette ligne ce que vous êtes ou vers quelle destination vous allez. Vous savez comment vous y rendre, vous filez en douce et vous allez à Kingston. Ma foi, messieurs, je ne dis pas non, répliqua-t-il magnanimement. Après tout, il faut bien qu'un train ou un autre aille à Kingston. Ce sera le mien. Donnez-moi cette demi-couronne. Ce fut ainsi que nous nous rendîmes à Kingston par le chemin de fer de Londres et du sud-ouest. Nous apprîmes par la suite que le train que nous avions pris était en réalité le train postal d'Exeter, qu'on avait passé des heures à le chercher dans toute la gare de Waterloo et que personne n'avait jamais compris ce qu'il était devenu. Notre canot nous attendait à Kingston, juste sous le pont. Nous nous y rendîmes et après avoir embarqué notre colis, nous montâmes à bord. « Vous y êtes, messieurs » demanda le patron du hangar à bateau. « Nous y sommes » répondit-on. Et avec Harris aux avirons et moi au tire-veille de barre et à la proue Montmorency, mâle à son aise et plein de méfiance,
nous nous élançâmes sur ces eaux qui, pour une quinzaine, allaient être notre demeure. Et c'est la fin du chapitre 5. Et finalement, c'est le début de l'aventure. Non, ça a déjà commencé. Ah mais oui, c'était ça. Non, bah je n'ajoute rien. Pardon. Je n'ajoute rien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Faites bien attention à vous. Pardon pour les onomatopées. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette lecture. Merci encore.